Est-ce que la cancel culture existe encore ? En 2023, si tu étais sur TikTok, difficile de ne pas avoir été marqué par cette trend. Ton influenceur préféré n'est pas ce qu'il prétend être. Votre influenceur préféré n'est pas ce qu'il prétend être. Derrière cette trend, un symptôme, celui d'un réseau social en pleine mutation, reflet de la Gen Z en quête d'authenticité exprimant le ras-le-bol d'une catégorie d'influenceurs dont la personnalité et l'image manquent d'authenticité. On veut se reconnaître dans ce que l'on suit. Libellule fait partie de ces influenceuses qui se sont fait connaître justement pour leur position dite féministe. Authentique, elle incarnait un archétype, celle de la femme qui s'affranchit des normes et des injonctions de la société. Cheveux multicolores, maquillage bariolé, mais un discours parfois clivant autour de son travail de travailleuse du sexe. Complètement contradictoire par moments, mais là les gens n'en parlaient pas encore. Sauf que on ne parlait pas d'une niche. On parle de près de 1 million d'abonnés et d'interviews constantes dans des médias mainstream. Qu'est-ce que je répondrais à un mec qui me dit que je suis bonne dans la rue ? Bah déjà, je lui dirais « je sais ». Il n'y a pas de souci. Ensuite, je lui dirais, je ne suis pas une part de pizza. Mais Libellule n'est pas seulement créatrice de contenu. Elle vend également des photos et des vidéos en ligne à caractère intime. Et Libellule, elle aime bien s'entourer rapidement d'autres influenceurs et influenceuses qui sortent un petit peu des codes prémâchés et un petit peu préconstruits des réseaux sociaux. La chanteuse OG, par exemple, ou encore Tess Kirby, mais surtout, et c'est notre point de départ de l'histoire, Jade. Puisqu'une TikTokeuse va un jour prendre la parole pour dénoncer le comportement de Jade et Libellule à un concert, pointant du doigt une attitude impolie et détestable et un total désintérêt pour les artistes. Sachant qu'elle est à la loge en dessous de la mienne, je me penche en fait par-dessus la balustrade de ma loge pour lui demander une photo. Directement, son comportement avec moi est très froid. C'est-à-dire que elle me dit à peine bonjour, je lui demande une photo, elle me fait ouais. Comme ça, de façon très, je dirais pas méchante, mais hautaine en fait. Comme le disait ma pote, alors qu'elle était hyper souriante et tout avec les gens de la fosse, comme si moi, parce que j'étais en loge, j'avais pas le droit au même traitement de faveur si vous voulez. Elle prend la photo avec moi, elle se casse directement. Bref, je calcule pas trop, moi je suis contente, j'ai eu ma photo, je la poste dans ma story et tout, nanana, enfin je suis contente. Jusqu'à que pendant le concert, ça se passe clairement super mal dans ma tête. En fait, je vois du coup la grosse loge là de ces influenceurs très connus, que des gens que je ne connaissais pas d'ailleurs, à part elle, je ne connaissais personne d'autre. Et je sais que c'était des gros influenceurs au vu de leur attitude, avec leur coupe de champagne et tout, qui ne font mais que rire pendant le concert, parler en même temps que 80s parle, ne pas prêter attention du tout aux chansons, juste filmer de temps en temps avec du coup le Samsung, et pour le reste du temps se taper des barres et tout, en avoir rien à foutre le fait qu'il y ait des gens autour d'eux en fait qui écoutent le concert, qui ont pas envie d'entendre leur ricanement débile. Moi j'ai pas payé ma place, j'ai pas pris mon billet de train pour aller jusqu'à Paris pour écouter des gens ricaner. La vidéo énerve, non pas parce que les gens sont jaloux, mais parce qu'elle révèle quelque chose d'important. Ceux qui ont des privilèges ne les méritent parfois pas, et parfois même pire encore, crachent dessus. Libellule incarne une rébellion contre tous ceux qu'elle est finalement en train de devenir, ou plutôt peut-être ce qu'elle a toujours été. C'est sa meilleure amie qui balance, elle s'appelle Onebi. Elle a décidé donc de balancer sur TikTok à travers la tendance « Ton influenceur préféré n'est pas ce qu'il prétend être ». Suite à pas mal de vidéos que j'ai pu voir dénonçant le comportement d'une certaine influenceuse, j'ai décidé de moi-même libérer ma parole. Je vous jure, cette vidéo, je sens que ça va être... Ouais, je tremble, je vous jure, c'est un truc de malade. Pendant tout ce temps, en fait, j'ai décidé de juste me taire parce qu'il fallait que je me répare moi-même suite à tout ce que j'ai pu subir de la part de cette personne. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole. Alors, je vais essayer de la faire la plus rapide possible, le mieux synthétisée possible. C'est pas facile, c'est super dur pour moi de faire cette vidéo. Je ne recherche absolument pas le buzz. Je ne veux absolument pas que vous alliez l'harceler. Si vous arrivez à deviner qui c'est. Je ne veux absolument pas que cette vidéo incite à la haine. Clairement, je veux juste faire part de mon expérience et raconter mon histoire. Alors, j'ai rencontré cette influenceuse il y a de ça très longtemps, en 2019. C'est tout de suite eu un coup de foudre amical. On est devenus meilleurs amis. Enfin, c'était très très fusionnel. Je l'aimais de tout mon cœur, d'un amour absolument inconditionnel. J'étais à la fin son petit toutou. Accusations de proxénétisme, agression sexuelle, manipulation, toxicité. À l'époque, j'ai personnellement aidé cette jeune femme à monter sa vidéo, à la structurer sans toutefois moi-même directement l'évoquer sur mes réseaux sociaux, tant les accusations pouvaient être graves. Sujet délicat. Et puis, les choses s'accélèrent. Libellule parle d'un procès. Celle qui l'accuse parle aussi d'un procès. Et puis Libellule s'évapore. Plus rien. Disparition. Les youtubeurs s'affolent et racontent souvent n'importe quoi. Et certains en parlent aujourd'hui comme de la représentation type de la personne qui s'est fait cancel. Sauf que cela est totalement faux. Il y a des démarches juridiques. Elle a porté plainte. Et aujourd'hui, comment elle va ? Ben, elle va mieux. Elle s'est reconstruite, elle a des nouveaux projets de vie.
plus ou moins près de loin des réseaux sociaux. Elle a perdu son compte TikTok à cause d'elle aussi, donc elle a perdu son compte TikTok comme moi. Toutes les deux, on a toutes les deux les mêmes schémas. Et là, elle est avec son fiancé, elle a des projets de vie sympas. Elle en souffre toujours. Quand on parle de cette histoire, elle pleure. Toujours, elle peut pas s'empêcher de pleurer quand on parle de cette histoire. Voilà, C'est devenu un trauma? Bah bien sûr, elle est traumatisée à vie. Mais pour moi aussi, pour son entourage aussi, c'est devenu un traumatisme. Voir sa meilleure amie, sa sœur comme ça tomber, vraiment tomber, parce que là pour le coup, elle perd tout ses réseaux sociaux, les gens la détestent, vraiment la voir s'effondrer devant nous, c'est hyper traumatisant. Je souhaite ça à personne. Libellule est toujours sur Instagram, 150 000 abonnés, et elle a même des partenariats. Et si vous pensez qu'elle a changé, je ne suis pas sûr de ça. D'ailleurs, j'ai fait une enquête sur ce placement de produit, n'hésitez pas à aller voir cette enquête sur mes réseaux personnels, je vous invite à me donner votre opinion. Côté face, une influenceuse avec une audience adolescente. Aujourd'hui, des shorts, des réels qui font des millions de vues. Un concept simple, réagir à d'autres influenceurs sur leurs vidéos loufoques. Quand j'étais petite, j'ai eu un hamster. Ah ouais, moi aussi. Puis un jour, je suis allée vers sa cage et il bouge pas. Il doit dormir. Et là, je sens qu'il est tout raide. Sainte mère de Dieu! À ce moment, j'ai 11 ans, je me rends à l'évidence. Mon hamster est forcément décédé. Bah attends un peu, il a peut-être chopé un torticolis. Et puis des lives avec des réactions complètement surjouées et disproportionnées sur la mort d'une adolescente suite au harcèlement. Banalisé, tourné presque en mème. C'est pas vrai. J'adore tes yeux. Merci beaucoup. Ils sont fous les gens qui la harcèlent comme ça là. Oh, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. 17 ans. C'est trop grave. Jeune comme ça là. Elle avait toute la vie devant elle. Un symbole, celui du harcèlement. Symbole d'une lutte, mais aussi d'un levier pour vendre des livres. Une image, mais aussi parfois pour créer une sorte d'emprise. Du moins, c'est ce que beaucoup de personnes pensent, mais également le gouvernement. Pire encore, ce qui pourrait être de la récupération de données de mineurs. Et de l'autre côté, la Miviludes. Le site du gouvernement nous donne une définition. Elle condamne l'action préventive et représentative de pouvoirs publics à l'encontre des dérives sectaires et contribue à la formation et l'information des agents. Et certains de ces agents, j'ai eu la chance de pouvoir communiquer avec. Mon regard, c'est celui d'une personne qui a enquêté sur Euphénia pendant 3 ans et qui a été dans les coulisses de cette affaire. C'est quoi cette histoire de religion autour d'Euphénia? On nous l'avait demandé 48 fois. Que ce soit des fans qui vouent un culte à Lana Del Rey, à Ice Spice ou encore au Sprite Cranberry, on en a vu des cultes. C'est pourquoi je vais vous faire une frise chronologique des points principaux de l'affaire Euphénia, avec tout ce que vous avez loupé, pour que vous puissiez comprendre pourquoi la cancel culture n'existe pas et pourquoi cela protège des personnes dangereuses. 2023, cet homme crée l'application Crush, présentée par Euphénia sur les réseaux sociaux, un site de rencontre pour les personnes entre 13 et 21 ans. Euphénia a fait un live où elle a présenté une appli de dating Crush. En fait, c'est une appli qui permet de savoir si ton crush sur toi dans ta classe. Apparemment sur l'appli, il serait également impossible de discuter avec des gens pour éviter tout débordement. Mais le problème, c'est que dans la présentation, Euphénia a précisé que l'appli était accessible de 10 à 21 ans. Et ça, les gens ont pas kiffé. Les internautes sont choqués et découvrent qu'on peut s'y inscrire sans même donner sa carte d'identité. Ça veut dire qu'à tout moment, n'importe quel prédateur peut s'inscrire sur le site internet et faire son repérage. Pire encore, il faut donner sa localisation. C'est un vrai tollé et l'application change totalement de nom et de direction artistique. Tous ceux qui la dénoncent deviennent à leur tour, selon elle, des influenceurs. Et tous ceux qui la suivent et qui sont influençables préfèrent la croire elle, pour se rassurer. Même année, Euphénia disparaît, photo de profil en noir. Des commentaires sous des vidéos où elle dit qu'elle va rejoindre son frère au ciel. Des abonnés encore en âge d'aller au lycée, en panique. Des publications telles que « Si elle perd la vie, je ferai la même » au-dessus de captures d'écran, d'articles de gens qui se sont ôté la vie à cause de la disparition de leurs proches. Mais Euphénia continue son narratif. Et puis elle sort un single, Error 404, dont vous connaissez peut-être les paroles qui sont assez dérangeantes. La main sur la bouche, une lame sous la gorge. 2024, un collectif me contacte, qui s'occupe de surveiller notamment les dérives sur les réseaux. Il me demande d'en parler.
Euphénia laisserait délibérément des inconnus récupérer les données de ses abonnés. L'association Champ d'Espoir, prétendument organisée par une adolescente, propose de créer une association contre le harcèlement et recrute des personnes de la communauté de Euphénia via des formulaires envoyés sur les réseaux sociaux. Demande d'adresse mail, de nom, de prénom, on retrouve un certain pattern. Les collectifs me partagent un screen. Ils ont créé un faux compte de fans pour alerter Euphénia, et là, je comprends une chose. Euphénia les a bloqués. 2024, le député Arthur Delaporte s'en mêle, puis le compte de Euphénia disparaît. Le collectif, dit Algos Victima, qui défend les victimes d'abus sur les réseaux, en particulier les mineurs, aurait un rapport avec tout ça, mais aussi le collectif qui m'avait envoyé un dossier. Et ce que je vois ne peut pas entièrement être montré en ligne. Et c'est très exactement ce que le collectif a envoyé au Miviludes et au gouvernement des semaines auparavant. Des images choquantes d'ados qui se livrent à des concours de scarification, s'entre-harcèlent en cas de rupture avec le groupe. Sauf que Euphénia, elle va revenir avec un autre compte. Elle va faire un live avec un pseudo-médium énergéticien qui dit voir des fantômes et se présente comme thérapeute. Et elle va carrément mettre en contact ses abonnés comme des potentiels clients. Vous, Sébastien, vous êtes enquêteur paranormal? Oui. Chasseur de fantômes? Oui. À quoi ça sert tous les appareils avec lesquels vous êtes venu? Alors, les appareils que nous avons emmenés vont nous servir à faire une étude préalable sur un lieu, voir si effectivement il y a un problème d'entité. On peut parler de fantômes, de présence non palpable, on va dire. C'est-à-dire que vous avez des appareils qui mesurent la présence de fantômes dans des lieux. On peut avoir des appareils qui mesurent la présence de fantômes dans les lieux. Vous êtes venu avec ces appareils pour nous dire Une si partie, effectivement, ouais. Peut-être ou pas, il y a des entités sur le plateau. On peut regarder effectivement s'il y a des entités ou pas sur le plateau. Elle fait également des lives à 3h du matin avec des mineurs. Je réalise qu'Euphénia irait jusqu'à empêcher ses abonnés de dormir. Réveillez-vous là! Vous dormez trop! Certains de ces lives peuvent durer toute la nuit. Ça fait 6 heures je live là. Je live toute la nuit. Sans parler des messages à pas d'heure qu'elle laisse aux Bégénia sur des canaux de discussion. J'aime bien aussi faire chier les gens. Vous voyez, genre là, les 3h21, bah, mon passe-temps, c'est de vous faire chier. Voilà, là, j'ai envie de vous faire chier, donc je vous fais des vocaux. D'ailleurs, j'ai même retrouvé une vidéo où elle assume perturber le cycle de sommeil de ses fans. Meuf, pourquoi tu dors pas la nuit, tu fais pas ça la journée, je comprends pas. Mais j'arrive pas. En fait, j'ai tellement fait des lives la nuit de minuit à 6h du mat que je suis décalée. Et même les abonnés, ils sont décalés. Ils sont décalés, je les ai décalés. Fait des partenariats avec des cures pour grossir avec une marque décriée sur les réseaux pour leur suspicion à créer des troubles alimentaires chez les jeunes. Ceux qui veulent prendre du poids. J'ai fait une collaboration avec 8body. Commencer la cure, envie d'aller aux toilettes. J'allais aux toilettes, rien ne sortait, je vomissais. Faire des placements de produits de cure de prise de poids à la réputation discutable à une audience en pleine puberté, ça aussi c'est un thème. Je vous présente le nouveau partenariat en date d'Euphénia. 8body, une marque de cure de prise de poids et forme qui propose des gélules, des sirops, etc. Est-il réellement bienveillant de proposer ce type de produit à une audience qui n'a même pas encore développé sa propre estime d'elle-même? Les troubles alimentaires démarrent généralement auprès de la puberté lorsque le corps se transforme et pendant la période de l'adolescence. On nomme plus le nombre de magazines et de spécialistes qui ont dénoncé les régimes et les cures comme des facteurs de développement de troubles alimentaires. Pourtant, ce produit, Euphénia, va jusqu'à en parler dans ses lives. Donc mener une petite sous-enquête sur cette marque et voici ce qu'on peut découvrir comme témoignage sur TikTok concernant ce produit qui fait polémique depuis maintenant plusieurs années. Ça m'a grave ouvert l'appétit, je mangeais plus qu'avant. J'allais aux toilettes, rien ne sortait, je vomissais. J'arrive aux urgences, pour l'échographie et ils remarquent qu'à un endroit de mon côlon ou de mon intestin, c'est complètement bouché. Etc. etc. Euphénia ne s'arrête pas et n'a manifestement absolument pas retenu la leçon. Alors la vraie question n'est pas de savoir si Euphénia sait qu'elle est dangereuse, la question est de comprendre pourquoi, malgré tout ça, elle continue d'avoir une visibilité gigantesque sur d'autres plateformes. Et la question, elle est simple, l'algorithme et la mémoire. Chaque jour, des millions de Français se connectent sur les réseaux sociaux et voient des centaines de vidéos. Certains utilisateurs viennent juste de la découvrir, ils ne savent pas. Et surtout peut-être n'ont pas envie de savoir. D'autres encore dissocient la créatrice de contenu de ce qu'ils pensent sûrement être de simples rumeurs. Difficile de faire la différence entre des rumeurs et des faits avérés aujourd'hui, en 2026, alors même que le gouvernement la surveille. Direction les États-Unis, Anna Delvey, c'est l'histoire de la mytho la plus iconique de l'histoire, qui du haut de ses loups-boutins a bluffé tout Manhattan pendant 4 ans. Son histoire devient mondiale en 2022 grâce à la série Netflix Inventing Anna, qui retrace son ascension dans la jet-set new-yorkaise et
sa chute judiciaire. Ce qui, contre toute attente, va contribuer à lui donner un statut d'icône, un statut de Robin des Bois au féminin, jalonné sur ses talons haute couture. La fausse héritière allemande, qui s'appelle en réalité Anna Sorokin, avait escroqué l'élite new-yorkaise en se faisant passer pour une riche héritière avec une fortune de soi-disant 60 millions de dollars. Et grâce à ce stratagème, elle avait obtenu des prêts bancaires pour créer un club privé artistique. Anna est finalement arrêtée et condamnée à 190 000 dollars de restitution et plus de 24 000 dollars d'amende. Et à sa sortie de prison en 2022, grâce à la série Netflix sur sa vie, elle va devenir une véritable sensation médiatique. Et même une icône mode, grâce à son accessoire de mode, le bracelet électronique, inspirant même des maisons de couture. Depuis 2022, Anna Delvey est assignée à résidence à New York dans l'attente d'une décision définitive sur son renvoi du territoire. En attendant, elle fait des shootings photos dans des tenues de grands créateurs, participe à Danse avec les stars, réorganise des événements avec le gratin new-yorkais et fait même un drama parce qu'elle a fait un shooting avec des lapins dans les rues de New York. Anna devient finalement la jeune femme riche, scandaleuse et sulfureuse dont elle avait joué le rôle des dizaines d'années auparavant. Perso, si un jour je suis assignée à résidence, j'aimerais bien avoir un accès direct à des plateaux télé. Eh bien, Anna Delvey n'a pas fini de vous faire parler, puisqu'elle a révélé dernièrement dans une interview indépendante pour un média américain qu'elle avait remboursé sa dette à l'État et payé toutes ses amendes grâce à ses droits sur l'émission Netflix basée sur sa vie. They paid you for your involvement in it. Yeah. I think a lot of people don't realize that you paid back all your restitution. Yeah, from it. Yeah, like I paid my restitution back while I was still like in criminal prison, so. Définitivement, la cancel culture n'est qu'un mirage. Et le karma n'existe peut-être finalement pas, quand on est persuadé que sa version de la réalité est la bonne.